En tout cas, devenir parent, fantasme en réalité, vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la journée. Devenir parent, quand on veut devenir parent, on souhaite devenir parent modèle. Des parents sans histoire, comme on dit. C'est horrible, hein, ça commence mal. En tout cas, devenir les meilleurs parents du monde, des plus beaux enfants du monde, bien sûr. Devenir parent d'une petite fille comme la Belle au bois dormant, c'est touchant. Et il ne rêvera que du bien. Les fées se pencheront sur son berceau, etc., etc. Alors devenir des parents qui, bien sûr, feront tout mieux que les autres, et en particulier que leurs propres parents. Devenir des parents qui épargneront toutes les souffrances à leurs enfants. C'est dans l'air du temps. Mais si on ne veut pas qu'ils souffrent, on veut qu'ils soient heureux. Nous, on ne l'a pas été. Des parents qui sauront montrer à leurs enfants combien le monde est beau. C'est vrai. Regardez dehors. Combien le monde est beau et enthousiasmant. Combien la vie est belle avec ses parents. Pur fantasme, pures élucubrations de personnes qui se sont éloignées quelque peu de la réalité, du monde en désordre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde dans lequel la famille traditionnelle, c'est-à-dire la famille nucléaire, est bousculée, attaquée par les familles décomposées, par les familles monoparentales, par les familles dites recomposées, par les familles homosexuelles. Un monde dans lequel chacune ou chacun, hétérosexuel ou homosexuel, peut revendiquer de maîtriser la procréation et la filiation à l'aide des progrès de la science. Alors, devenir parent, pourquoi, de qui et comment? Devenir parent, pourquoi? Est-ce que c'est pour faire plaisir à mes parents, ou est-ce que c'est pour les faire taire? Eux qui, depuis que je suis en couple, n'ont de cesse de me dire, de me dicter ce qui est bien pour moi. Quand vous mariez-vous, avez-vous pensé à la maison? Tu n'es pas encore enceinte. Jusqu'à mon banquier qui me propose des prêts d'installation et des prêts immobiliers, et qui a rajouté: si vous êtes marié, ce sera beaucoup plus intéressant. Et si vous avez des enfants, ça le sera encore davantage. Les impôts aussi, j'ai oublié le fisc qui donne certains avantages quand on a des enfants. Ou bien est-ce parce que mes parents se sont séparés lorsque j'étais petit? Ceux de mon amoureux aussi d'ailleurs. Et j'en ai beaucoup souffert. Mon amoureuse aussi, est-ce qu'elle m'a dit? Elle comme moi, nous n'avons pas réussi à restaurer leur couple. Mais ça, avec nous, ça n'arrivera pas. On ne fera pas ça à nos enfants. Nous, ça va être du solide. Et nous saurons leur expliquer que l'engagement des adultes vis-à-vis l'un de l'autre n'est pas le même que celui des deux parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est le psy qui avait dit ça à nos parents quand on était jeunes. Et que lorsque les parents se séparent, il est important qu'ils maintiennent un continuum sur le plan affectif, en ayant un comportement mature, c'est-à-dire en respectant leur histoire d'amour, et en supportant que leurs enfants réagissent à toutes les ruptures dans leur affectivité, dans leurs repères spatio-temporaux et dans leur corps. Trop de parents encore pensent que parce qu'ils ont dit les choses, leur enfant ne devrait plus montrer des signes de souffrance. Il s'agirait alors de réparer ce qu'on a pu empêcher. Devenir parent, ça pourrait être aussi un moyen de faire plaisir à ses parents, de leur faire un cadeau, comme lorsqu'on a appris à marcher, comme lorsqu'on a appris à parler, comme on leur a donné notre premier caca dans le pot. Ça s'appelle être propre. On pourrait même dire qu'il s'agit
alors d'un prolongement de la problématique oedipienne, ce qui a été évoqué tout à l'heure. On va donner un enfant à sa mère ou à son père. Devenir parent, avoir des enfants, peut aussi permettre de donner du sens, de retrouver du sens à son existence. En tout cas, d'en avoir l'impression. Enfant, c'est le futur père qui parle. Enfant, ce que je faisais, c'était pour faire plaisir à mes parents, à ma maîtresse, à tous les adultes qui s'occupaient de moi. À l'adolescence, je ne savais plus où j'en étais. Je ne supportais plus de faire comme on me demandait. J'essayais de me faire plaisir à moi, mais je n'y arrivais pas. Je ne supportais plus la solitude. Heureusement, je suis tombé amoureux. Et là, tout a changé. Avec elle, nous avons tout de suite parlé d'enfants. Dans ce cas, il apparaît que devenir parent permettrait de repousser, sinon d'éluder, des aspects dépressifs liés à la séparation normale avec ses propres parents. Avoir des enfants permettrait de retrouver son enfance perdue, de retrouver une atmosphère familiale, de passer à nouveau ses journées dans le bruit et l'agitation, entouré par la marmaille. Ça nous permettrait quelques petits bénéfices secondaires. Par exemple, revivre le merveilleux des fêtes familiales au pied du sapin de Noël. Vous êtes d'accord, c'est merveilleux ce moment. Il s'agirait donc d'établir une sorte de continuité psychique entre les différentes générations. Devenir parent pour transmettre un nom, pour s'inscrire dans une lignée, dans une filiation. Avec l'évolution de nos sociétés, ça devient de plus en plus compliqué. Et puisque maintenant, ça n'est pas on peut prendre le nom de la mère comme étant le premier nom de l'enfant. De plus, la biologie s'en mêle également. Dans certains cas, beaucoup plus rares, devenir parent permettrait d'être enfin reconnu, aimé, par un bébé qui se laisserait dévorer. Ce serait une tentative de recréer du lien d'attachement. Ça peut être aussi devenir parent d'un enfant qui vous obéira au doigt et à l'œil, ou bien devenir un parent d'un enfant roi, celui ou celle que nous n'avons pas pu être. Devenir parent d'un enfant dont je saurai tout, car il est ma chair, car il est mon sang. Devenir parent pour le plaisir, la plénitude d'être enceinte, le plaisir d'être rempli. On pourrait presque dire repu. Devenir parent, tout simplement, pour donner un enfant comme gage d'amour à son amoureuse ou à son amoureux. Devenir parent, souvent, pour ne pas mourir, pour pouvoir se projeter dans le futur, si ce n'est prétendre un peu à l'éternité. Devenir parent aussi, pour continuer à être angoissé jusqu'à la fin de ses jours. Mais devenir parent, de qui? De quoi? Devenir parent d'un enfant, mais de quel enfant? D'un enfant qui, comme le disait Rosolato, un psychanalyste français, mais très en vogue dans les années 70, il bossait avec Villelocher. D'un enfant, donc, qui serait une menace qui nous pousserait vers la tombe, et donc générerait chez nous des fantasmes de mort à son égard, ceci engendrant de la culpabilité. Ou bien, comme en parle si bien Winnicott, en 1947, un enfant que l'on va haïr, car ça n'est pas l'enfant de ma propre conception mentale, c'est pas celui que j'imaginais.
Il n'est pas l'enfant du jeu, de l'enfance, l'enfant du père, l'enfant du frère, etc. Et il n'est pas produit par magie. Il va être un danger pour mon corps, pendant la grossesse, mais aussi à la naissance. L'enfant, que ce soit dans la vie de la mère ou la vie du père, il va représenter une interférence, un défi à toutes les occupations antérieures. Dans une plus ou moins large mesure, une future maman va avoir le sentiment que sa mère, elle, exige un enfant, de sorte que son enfant est produit pour se concilier sa mère. L'enfant, lorsqu'il va téter, va blesser les mamelons en tétant, car téter, c'est mâcher. Il va être cruel, il va la traiter comme moins que rien, comme une domestique sans gage, comme une esclave. Et pourtant, elle doit l'aimer, lui, et ses excréments avec, et tout, au moins au début, jusqu'à ce qu'il ait des doutes sur lui-même. Il essaye de lui faire du mal, il lui donne des coups de pied, il la mord de temps à autre, tout cela par amour. Il va montrer la désillusion qu'il ressent à son égard. Son amour brûlant est un amour de garde-manger, de sorte que lorsqu'il a ce qu'il veut, il la jette comme une pelure d'orange. C'est Winnicott qui dit tout ça. Mais je pense que vous vous y retrouvez un petit peu. Au début, il faut que le bébé domine, il faut qu'il soit protégé, il faut que la vie se déroule à son rythme. Et tout cela exige de sa mère un travail minutieux et patient, de plus en plus de la part des papas. Par exemple, il ne faut pas que la maman soit anxieuse quand elle le tient. C'est une anxiété qu'on ressent souvent quand on est parent pour la première fois. Ce sont ce qu'on appelle des fantasmes inconscients de mort, en particulier quand on a son bébé dans les bras et qu'on descend un escalier. Et la pensée est que, et si je chute, et si je tombe, que le bébé tombe, est-ce qu'il ne va pas être mort? Il est soupçonneux. Il refuse à un certain âge sa bonne nourriture et la fait douter d'elle-même. Mais il mange très bien avec sa tante ou avec sa nourrice. Après une matinée épouvantable avec lui, elle sort. Il sourit à un étranger qui dit « comme il est gentil ». Si elle lui fait défaut au début, elle sait qu'il le lui fera payer à perpétuité. Il l'excite mais la frustre. Elle ne doit pas le manger, ni avoir un commerce sexuel avec lui. Winnicott ajoute qu'il faut qu'une mère puisse tolérer de haïr son enfant sans rien y faire. Ce qu'il y a de plus remarquable chez une mère, c'est qu'elle est capable d'être si maltraitée par son enfant et de le haïr autant, sans s'en prendre à l'enfant, quoique de temps à autre ça arrive, et d'attendre la récompense, et sans attendre la récompense qui s'offrira ou ne s'offrira pas à une date ultérieure. Winnicott appelle ça l'amour impitoyable. Ça donne envie d'avoir un enfant, tout ça. Alors plutôt devenir un enfant, parent d'un enfant qui comprendrait tout de suite, comme un adulte. Il n'aurait plus besoin de Ritalin ni de Risperdal. Et ça ferait super plaisir aux enseignants. Il comprendrait immédiatement ce que j'attends de lui. Il ne réagirait pas à la frustration. C'est quand même bizarre, ces enfants qui font des colères quand on leur refuse quelque chose d'agréable. Un enfant qui ne serait pas égocentrique, qui serait plein d'empathie pour ses parents et pour les adultes en général. Un rêve. Un vrai fantasme. Un enfant dont tous les besoins seraient immédiatement comblés. Est-ce que ça existe? Mais oui, dans nos fantasmes, dans nos rêves. Devenir parent ainsi d'un bébé ainsi, ce serait revenir au départ de la Genèse, revenir à Adam et Ève. Que c'est bien ce qui nous hante,
en permanence. Nous sommes tous nostalgiques d'une époque où nous n'aurions pas eu de désir. Car pour Adam et Ève, c'est bien le désir qui a fichu le grand bazar. Et c'est depuis que nous cherchons tous les moyens possibles pour nous amender, afin de revenir à la case départ. Cet enfant dont nous voudrions devenir parents, il va conjurer le mauvais sort. Il va traverser la scène du monde comme une étoile. Je devrais dire comme une star. Il va réussir partout et toujours, quoi qu'il fasse. Quelle revanche! Mais aussi quelle illusion! Dès que le rêve s'arrête, le cauchemar commence. Cet enfant qui apparaît difforme, avec des malformations, monstrueux, style le bébé de Rosemary's Baby. C'est ça qui est dit dans ce film, c'est que c'est toute l'angoisse d'avoir un bébé difforme, monstrueux. Cet enfant qui apparaît difforme avec des malformations, monstrueux, une bouche pas terminée, ou bien sans bras ni jambes. Un enfant dans lequel je ne pourrais jamais me projeter. Mais de cet enfant-là, on parle peu, tellement on a peur que ça se réalise. On lui préfère le bébé dont on rêve, le bébé que l'on imagine, le bébé qui n'existe pas, ce qu'on appelle le bébé imaginaire. Ce bébé qui n'est qu'imaginaire, on a bien du mal à se le représenter tant qu'il n'est pas né. Dans les années post-68 les féministes revendiquaient « un enfant quand je veux, si je veux ». Depuis, la médecine leur a répondu « comme vous voulez ». Elle aussi, avec la psychanalyse et la technique, y va de son bébé imaginaire, lui donnant une place bien chargée de responsabilité dans notre civilisation. « His Majesty's Baby », comme disait Freud il y a plus d'un siècle. C'est quelque chose dont le groupe aux Normands de pédopsychiatrie doit parler au mois de décembre, lors d'une journée. His Majesty's Baby a la charge de nous rendre heureux et de résoudre tous les maux de nos sociétés. On y fait appel, c'est-à-dire dès que quelque chose ne va pas, dès que quelque chose nous convoque à notre lieu d'impuissance, bien, on va désigner l'enfant, le bébé, comme étant responsable de ce qu'on est incapable de résoudre. L'art de l'imaginaire et du leurre de ces sociétés savantes nous promet des enfants de qualité qui ne peuvent nous décevoir. Leur production est maîtrisée. Il y a la contraception, l'IVG, etc. La fabrication est mise en marche. Les PMA, l'adoption. Il y a un contrôle qualité, les dosages sanguins, les échographies, les amniosynthèses. Et la livraison, généralement, est contrôlée. L'accouchement médicalisé, si ce n'est programmé. Peut-être que seul le service retour n'est pas encore très au point. Quoique, il existe dans la démarche de l'adoption, ou bien des PMA avec sperme de prix Nobel aux USA. Toujours est-il que, de nos jours, il faut avoir un enfant. Ceux qui ne veulent pas devenir parents dérangent, sont traités d'égoïstes, quand on n'essaye pas de les amadouer pour les convaincre, en leur expliquant que c'est merveilleux d'avoir un enfant. Les inconvénients, les souffrances que ça peut entraîner, que nenni, c'est le discours du déni. Aujourd'hui, il faut donc avoir un enfant, pas par désir, mais par besoin. C'est devenu un objet censé répondre à notre malaise, à nos frustrations, à notre absence de rêve. Cet enfant sera celui de la réussite. Réussite sociale, réussite amoureuse, réussite parentale. Il devra être source d'un renouveau narcissique régulièrement réitéré.
Nous lui souhaiterons d'être heureux plus tard, mais en attendant, il a intérêt à nous rendre heureux tout de suite. C'est-à-dire qu'on assiste à une inversion des places, des rôles. Ce n'est plus aux parents à donner de l'existence à leur enfant, mais à l'enfant à donner de l'existence à ses parents. Le monde serait-il devenu fou, et nous avec? Mais alors, comment devient-on parent? C'est tout simple. La première chose, c'est qu'on devient parent parce qu'on a décidé de se lancer dans l'élevage. Des enfants, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va les nourrir, les éduquer, les élever, bien les élever. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Devenir parent, c'est se préparer à devenir capable de s'adapter régulièrement aux besoins changeants d'un enfant. C'est accepter et être prêt à tout un ensemble de réaménagements psychiques et affectifs. C'est valable autant pour la future maman que le futur papa. Le futur papa, il ne pourra plus aller au bistrot avec les copains le soir, plus faire du vélo le samedi, du foot le samedi soir et aller à la chasse le dimanche. Il faudra qu'il soit à la maison. Comment? Pas gagné. C'est avoir la volonté d'établir réellement des liens entre le nourrisson et nous, entre enfants et parents. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est cette expérience vécue comme telle qui va donner consistance au devenir père, au devenir mère, et qui dans le même temps va permettre la construction de l'identité de l'enfant. Cette création de liens peut être illustrée par le plaisir qui est présent dans l'acte de maternage, aussi bien du côté de la mère que du côté du père, mais aussi par les sentiments de haine que peut ressentir l'enfant ou bien les parents. Ce sont donc les pulsions de l'enfant et celles des parents qui vont s'intriquer dans l'espace de maternage, au plus grand bénéfice de l'un comme de l'autre. Ces liens sont donc des interactions et se construisent dans un système actif, dans lequel le bébé va montrer de véritables conséquences. Le devenir parent va donc être pris dans un rythme, dans un tempo de rencontre avec le bébé, avec l'enfant. Dans des conditions satisfaisantes, un véritable espace esthétique, de création esthétique, va se développer entre les parents et leur enfant. Le bébé va trouver au plus profond des yeux de sa mère ou de son père ce qu'il y a de plus beau, et sa mère ou son père vont contempler cette plus grande merveille du monde. Elle ou il va être en contact, au travers des échanges avec son bébé, en contact avec la réalité psychique du bébé. Une certaine routine, une certaine habitude va être nécessaire pour assurer une certaine stabilité des soins au jeune enfant. Mais les besoins du bébé changent très vite. Son humeur ou celle de ses parents n'est jamais la même. Et c'est ce que Mme Goguet disait tout à l'heure par rapport au trop d'excitation parfois qu'il peut y avoir chez un bébé. C'est-à-dire en tant que jeune parent, on n'est pas suffisamment attentif à toutes les réactions physiques du bébé. Le bébé, quand on est en communication avec lui, par exemple, il y a un moment où il a besoin de se retrouver, se replier sur lui, il va fermer les yeux. Et à ce moment-là, il faut lui foutre la paix. Il ne s'agit pas de continuer à le titiller. Cela va demander beaucoup de créativité aux parents et aux bébés afin de s'adapter à l'un comme à l'autre. On a donc affaire à une véritable partition d'orchestre qui doit pouvoir sans cesse être jouée et rejouée dans des modes parfois très différents. Ces liens qui constituent la parentalité
peuvent être fragilisés dès que leur trame, dès que leurs rythmes vont faire défaut. Comme lorsqu'une mélodie se trouve envahie par un bruit inintelligible, par le bruit de tous les accros de l'existence, par l'irruption dans l'espace de créativité de l'enfant et de son environnement d'une personne nouvelle. Ce lien qui a commencé à se construire entre les futurs parents et leur enfant se manifeste dès le désir d'enfant. Lorsque ce désir va être parlé entre la future maman et le futur papa, et que celui-ci y fera écho, on pourra dire que le processus de parentalité est mis en route, et que ces futurs parents vont pouvoir répondre et s'adapter aux besoins de leurs futurs enfants. Ces besoins vont se manifester à 3 niveaux. Au niveau du corps, au travers du nourrissage et des soins corporels. Au niveau de la vie affective, avec la relation et la préoccupation dont vont faire preuve les parents. Et au niveau de la vie psychique, en apportant au bébé, puis plus tard à l'enfant, le sentiment de sécurité et, dans le même temps, le stimulant. Si on observe un bébé dans les bras d'une personne qui le nourrit, on peut voir que le bébé, tout en accrochant la bouche à la tétine, que ce soit du sein ou du biberon, accroche son regard à celui de la personne qu'il porte dans ses bras. Nous assistons là à la mise en place de ce que Bowlby appelle attachement, la construction d'un lien d'attachement. Toutes les personnes qui composent l'environnement immédiat du bébé vont devenir ce qu'on appelle des figures d'attachement. Elles vont avoir une place particulièrement importante dans la construction psychique de l'enfant, et en particulier dans l'apprentissage de la séparation. Et c'est ce qui prépare la future séparation de l'adolescence. C'est ce que Madame Goguet disait tout à l'heure, ça commence quasiment dès la naissance du bébé, de l'enfant. Dans la capacité de l'enfant à supporter la séparation. La dyade mère-enfant constitue une véritable enveloppe de sensations et de gestes beaucoup plus active que n'a pu l'être l'enveloppe utérine. Effectivement, la dimension du portage, elle est extrêmement importante aussi. Le bébé, dès la naissance, il va être pris comme ça dans les bras, comme dans une poche, et la maman ou le papa vont refermer la poche et protéger l'enfant dans des agressions du monde extérieur avec un couvercle de paroles, de mots rassurants. C'est ce que Brazelton appelle l'enveloppe maternante, et qui n'est rien d'autre que la sollicitude maternelle qui prévient et comble au fur et à mesure les besoins de l'enfant. Au début de la vie, l'enfant ne possède pas ce que Mélanie Klein, elle aussi, appelle la permanence de l'objet. C'est-à-dire que lorsqu'il se sépare d'une figure d'attachement, c'est comme si cette figure avait disparu pour toujours. Lorsqu'il la reverra, il sera obligé de reconstruire la relation, le lien, de A à Z. Progressivement, ça sera moins compliqué. C'est pour cela que l'absence, la séparation, ne doit pas être trop longue dans le temps. Winnicott le précise de cette manière. Il ne faut pas que la mère, ou le père, c'est-à-dire quand Winnicott parle de la mère, c'est toujours de la mère environnement. C'est-à-dire qu'il parle toujours de la mère et du père en même temps. Considérant qu'au début, dans les premiers mois de la vie de l'enfant, le père a une fonction essentiellement maternante. Même s'il y a la fonction symbolique, mais dans sa relation avec l'enfant, il a
un rôle essentiellement maternel. Il ne faut pas que la mère s'absente un temps au-delà duquel le bébé ne serait plus capable d'en garder le souvenir vivant. Et pourtant, dès sa naissance, l'enfant va être dans l'obligation de subir les séparations de la vie quotidienne dues aux besoins physiologiques, le sommeil, aux besoins de la vie psychique, le retrait parce qu'il y a trop d'excitation, de la vie personnelle, de la vie sociale des parents. Pour créer ce climat de sécurité, accompagner tous les gestes et les mouvements, tous les actes dans la relation avec l'enfant, avec des mots. Donc en verbalisant le plus possible ce qui est mis en acte. Peu à peu, l'enfant pourra faire la distinction entre des besoins corporels et des besoins psychiques. C'est la période que Didier Houzel appelle l'enveloppe habitat. À un moment de son développement, l'enfant va rechercher la relation avec le mode verbal, sur le mode verbal, en apprenant à moduler son babillage, sa voix. Lors des moments de séparation, il sera capable d'exprimer un certain nombre de sensations. La joie, la déception, la colère, la protestation. Par le moyen de ses rires, de ses cris, de ses pleurs. Alors là ça vous montre à quel point c'est important d'observer son bébé, son enfant. C'est-à-dire qu'un bébé qui pleure, ça n'est pas un bébé qui a forcément envie d'être pris dans les bras, ou un bébé qui a envie d'avoir la bouche bouchée par la tétine ou par des aliments. C'est un bébé qui a envie d'être dans la relation. Et on peut lui parler. Toutes ces manifestations du jeune enfant montreront qu'il a acquis une certaine confiance dans ses figures d'attachement. Si la confiance n'était pas suffisante, le bébé montrerait des comportements liés à des angoisses primitives. Angoisse d'effondrement, de liquéfaction, de chute sans fin. Alors l'enfant s'agripperait, collerait à la figure d'attachement pour ne pas souffrir de la séparation radicale. Ou bien il tournerait la tête, déniant tout ressenti, toute émotion, s'absentant véritablement de lui-même pour ne pas souffrir. Je vais revenir sur le fait que l'enfant, face à des angoisses d'effondrement, s'agrippe. C'est ce qu'on retrouve dans ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi, chez les enfants mordeurs, ou les enfants qui bousculent violemment. Et ce sont des enfants qui tout d'un coup prennent conscience qu'ils sont seuls et ont une angoisse de séparation démesurée. Et ils sont obligés de s'agripper, de se raccrocher comme ça, quelque chose de physique. L'enfant peut également transformer son ressenti en son contraire. C'est le même pas mal des enfants plus grands. Ce sont les prémices de la construction de défenses perverses. Et il y a donc un risque vital pour le bébé lorsqu'il n'est pas mis rapidement fin à ce type d'angoisse. Je vais passer un petit peu, parce que le temps passe. L'enfant, peu à peu, va s'individualiser, se retrouver dans ce que Anzieux, dans son livre Le Moi Peu, appelle l'étape de l'enveloppe individualisante imaginaire. Grâce à cette individualisation chez l'enfant et à la présence de la mère environnement, l'enfant va pouvoir construire psychiquement ce qu'on appelle un espace transitionnel qui lui permettra d'assurer l'union de sa peau, qu'elle soit réelle ou psychique, avec la peau de sa mère, ou de ce qui sera figure d'attachement.
et aussi d'en assurer la séparation, atténuant ainsi le fantasme d'arrachage. Cela va conférer à l'enfant le sentiment de confiance dans sa propre existence, mais aussi dans l'existence d'un monde extérieur qu'il peut maîtriser. C'est l'amorce de la permanence de l'objet. C'est-à-dire la capacité de l'enfant à supporter la séparation d'avec une figure d'attachement. C'est un espace qui peut être matérialisé d'une certaine manière parce que Winnicott appelle aussi l'objet transitionnel. Et Dolto le doudou. C'est-à-dire que le doudou, l'objet transitionnel, n'est pas censé, il ne représente pas la mère ou le père ou les figures d'attachement, il représente un espace entre deux. Lorsque la mère sera discrète, mais suffisamment attentive, lorsqu'elle le laissera seul, en protégeant et en respectant cette solitude, il éprouvera un sentiment de continuité lui-même, car il aura introjecté cette sorte de présence symbolique, rassurante, cette sorte de véritable ange gardien au sein de son appareil psychique. C'est ce que Anzieu appelle l'enveloppe tutélaire. C'est l'acquisition de la permanence de l'objet, et l'enfant va s'acharner à intégrer cette alternance de présence-absence au travers de divers jeux qui sont souvent mal interprétés par les adultes. Ce sont des jeux sonores avec des cris et de modulation de voix. L'enfant rejouant de sa place de jeune enfant de véritables dialogues, ce qu'on retrouve par la suite dans les jeux des enfants plus grands, où les enfants reprennent en compte les injonctions des parents, en jouant avec des poupées ou en jouant avec des Playmobil. Ils disent « tu te tiens bien, tu manges comme il faut, tu vas te coucher ». Et vous voyez que ça commence très tôt. Ce sera les lancers d'objets et leur retour grâce à une main charitable et bienveillante. Et c'est casse-pied ce moment. Ils lancent tout par terre. Les parents qui disent oui, ils lancent pour qu'on ramasse. C'est pas si simple. Et ça sera toutes les formes de jeux de cache-cache. Ce sera coucou, ce sera les jeux de cache-cache d'une pièce à l'autre, ou bien simplement en mettant la main devant les yeux. Et puis les jeux, un objet, on le fait disparaître, réapparaître, etc. Freud le décrit dans ce qu'il appelle le jeu du Forda, avec le petit Hans, un de ses petits fils. Hans, le petit Hans, quand sa maman s'éloignait, il avait du chagrin, et il avait confectionné un jeu avec une bobine et puis une ficelle. Il lançait la bobine loin, il disait forte, partie, il faisait revenir la bobine, en disant da, revenez. C'est ce qu'on appelle le jeu du Forda. C'est l'apprentissage de la séparation. Ce jeu permettant au petit Hans de se représenter la séparation suivie des retrouvailles. Car pour l'enfant, mais comme pour nous adultes, l'objectif des retrouvailles permet de supporter plus facilement la séparation. Maintenir le lien, de manière réelle ou symbolique, nous permet de ne pas être confrontés violemment à la mort, à des angoisses primitives, qui sont des angoisses d'effondrement, des angoisses de disparition. Cet accompagnement adéquat de l'enfant dans son cheminement lui permettra d'aborder par la suite, de façon moins dramatique, toutes les formes possibles de séparation. Mais ça ne l'empêchera pas pour autant d'éprouver de la tristesse, parfois même de la douleur, de la colère, mais cette séparation ne sera plus vécue comme une véritable amputation.
Alors, il y a malheureusement des situations pour lesquelles cet accompagnement de l'enfant, cette construction comme ça de lien de figure d'attachement n'a pas pu se faire de façon adéquate. Devenir parent, c'est donc être capable de tout cet accompagnement de son enfant dans sa petite enfance, mais c'est aussi être capable d'accompagner son enfant toute sa vie d'enfant. Ça demande beaucoup de courage et d'abnégation. Ça demande aussi beaucoup de respect et beaucoup d'écoute, afin d'être le plus bien traitant possible. C'est ce qu'on disait par rapport tout à l'heure au désir des enfants. C'est je veux faire tel métier plus tard et ben non, c'est pas possible, etc. C'est-à-dire que quand un enfant exprime un désir, ça veut dire qu'il exprime le fait qu'il est un individu, un être humain séparé de maman et séparé de papa. Un individu à part entière. Et exprimer un désir, comme quand on peut le faire, hein, ben ça ne signifie pas que ça va être suivi d'effets pour autant. Mais c'est écouter le désir et le porter. C'est-à-dire avoir des projets pour son enfant, c'est accompagner les projets de son enfant. C'est si l'enfant veut être cuisinier, mais il sera cuisinier. Et non pas, ça arrive souvent, il y a des filles qui veulent être coiffeuses ou maîtresses d'école. Oui, tu seras coiffeuse, d'accord, mais bon, t'achèteras un salon, tu seras patronne. Être coiffeuse pour une petite fille, c'est pas être coiffeuse dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une idéalisation de la coiffeuse qui n'a rien à voir avec la réalité. Il faut laisser cette part au rêve, la capacité à rêver que peut-être on a perdu un peu en grandissant, ou dont on ne s'autorise plus. Respecter son enfant dans les épreuves qu'il rencontre en se développant, c'est respecter la réalité que notre enfant est un être pensant. Et qu'il arrive donc que notre enfant pense différemment de nous et qu'il a tout aussi raison que nous. Un exemple encore, c'est que, effectivement, à un certain âge, ça correspond souvent au moment de l'angoisse du 8e mois. Donc on dit que les enfants ont peur du noir. J'en ai rencontré plein, ils avaient peur des Arabes, mais pas des Noirs. Pour vous dire qu'on dit peur du noir bien mal à propos. On devrait dire peur dans le noir et peur des endroits sombres. C'est ça la réalité. L'association entre l'angoisse du 8e mois, qu'on appelle l'angoisse de l'étranger, et la peur du noir, dans le discours des parents, va faire que, inconsciemment, on va construire des comportements pas toujours tolérables. Alors, il y a des parents qui savent très bien qu'il est normal que les enfants aient peur dans le noir, et donc ils vont laisser une veilleuse allumée, parce que tout le monde leur a dit qu'il fallait faire comme ça. Mais dès que l'enfant va être endormi, ils vont éteindre la lumière. C'est ça, ne pas respecter le désir de l'enfant, et respecter le développement de l'enfant là où il en est. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il va se réveiller dans la nuit, il va se retrouver dans l'obscurité totale, et il va hurler. Et puis, de jour en jour, au moment d'aller se coucher, l'enfant va être de plus en plus angoissé. On a réussi un truc bolide, c'est à construire un symptôme chez notre enfant. Alors c'est respecter, c'est être à l'écoute et puis arriver à relativiser tout ça. C'est pas parce que un enfant n'est pas capable psychiquement de dormir dans l'obscurité totale qu'il ne nous obéit pas et qu'il ne nous respecte pas. On n'y perd pas du tout un brin d'autorité. On respecte. Au contraire,
et on devient respectable. Et on fait autorité. Devenir parent, c'est aussi accepter que son enfant soit égocentrique, car c'est le propre de l'enfance, d'être égocentrique. Une question de survie pour le bébé. C'est accepter que l'empathie est un sentiment qui se construit très lentement et qu'il est aussi le fruit de l'éducation. L'empathie, c'est quelque chose qui se construit, enfin qui commence à se construire assez tôt, en particulier dans le rapport, là aussi, nourrisson et mère, quand la maman est agressée par le bébé. C'est-à-dire que le bébé va mordre le mamelon, lui faire du mal, ou bien donner des coups de pied. C'est stopper ce processus, dire mais arrête, tu me fais mal. Et le bébé, si on l'observe, va avoir une position de retrait, et c'est ça qui va construire chez lui, commencer à construire le sentiment de culpabilité. Et le sentiment de culpabilité permettant le mécanisme de la réparation, et donc la relation empathique avec l'autre. Si la maman dit « mais qu'est-ce que je t'ai fait, pourquoi tu me fais ça ?» le bébé va s'effondrer psychiquement. C'est-à-dire qu'il va se dire « mais ma maman elle n'est pas solide, je ne peux pas compter sur elle. » Un enfant, dès la naissance, ça explore, ça part à l'aventure, à la découverte, et ça très loin. Nous, jeunes parents, nous sommes déjà comme des sénateurs, on en a parlé il n'y a pas longtemps, acceptant difficilement des changements dans nos habitudes, ne nous risquant pas au-delà des frontières de ce que nous connaissons. Devenir parent, c'est donc un lent processus de maturation psychique. Et peut-être que c'est en devenant grands-parents, après avoir longtemps accompagné nos enfants, que nous devenons enfin des parents bien traitants et tolérants. N'oublions jamais que le monde imaginaire et le monde réel sont les deux aspects du même monde auquel nous appartenons. Que la psychanalyse nous a appris que l'homme est avant tout étranger à lui-même, qu'il peut être plus ou moins envahi par des pulsions qu'il ne maîtrise pas toujours, que ce conflit permanent, que cette dualité psychique est irréductible. C'est notre imagination, c'est notre capacité à rêver qui vont nous rendre plus sages, meilleurs que nous ne sommes, et qui vont nous permettre d'accompagner nos enfants dans leur développement, en respectant leurs symptômes, en respectant leurs désirs, en étant le moins maltraitant possible. Et je vous renverrai, par rapport à cette capacité à rêver, cette capacité d'imagination, au film de Benigni, La vie est belle. Il y a aussi un livre de Julien Green qui s'appelle « Si j'étais vous », qui est un petit peu le fantasme de tout le monde, c'est se retrouver dans l'identité de quelqu'un d'autre, lui prendre ses qualités, ne devenir plus qu'un homme ou une femme de qualité. Et puis, quelqu'un qui a beaucoup rêvé, mais dont on a arrêté brutalement les rêves un jour, c'était Martin Luther King, qui dit « I have a dream », qui rêvait effectivement d'un monde où les enfants noirs pourraient avoir les mêmes droits que les enfants blancs, où j'ai un rêve, dans un des passages de son allocution, c'est « J'ai un rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. » C'est quelque chose qui peut s'adapter à toutes les situations qu'un enfant peut rencontrer. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est pas parce qu'il est hyperactif qu'on doit le mettre au banc de la société ou au banc de l'école, enfin le rejeter. Aujourd'hui, tout ce qui est angoissant pour nous, on a tendance effectivement à le rejeter, de plus en plus, au lieu de tenter de comprendre. Voilà.
J'espère que je vous ai fait rêver un peu. Oui, alors merci M. Maillot, parce que non seulement, effectivement, alors en tout cas rêver peut-être pas, mais réfléchir sûrement, et puis d'avoir tenu une sorte de consigne, hein, de ne pas aller au-delà de 45 à 50 minutes. Merci, hein, le propos était probablement pas facile. De répondre à une injection horaire. Et puis ce matin, effectivement, moi je parlais un peu de l'OMS, je parlais de l'UNICEF, et puis c'est hier, effectivement, je reprenais un rapport de l'UNICEF